Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous mettre au parfum de l'actualité. Ouvrons ce journal par cette actualité. Le gouverneur du Sud Kivu, Teongwabi Jekasi, a échangé avec les responsables des agences de système des Nations Unies au Sud Kivu. C'est là pour que le gouverneur les a donc appelés à s'aligner derrière les priorités de la province et surtout de travailler suivant le plan de développement dont dispose la province du Sud Kivu en travaillant en amont et en aval avec les services du gouvernement provincial. Reportage Amani Joseph pour le compte de la cellule de communication du gouverneur. Coordonner les actions des agences du système des Nations Unies afin qu'elles cadrent avec les programmes du gouvernement provincial, c'est ce que fait le gouverneur Teongwabi Jekasi. Le sujet était au centre d'une réunion de concertation stratégique de haut niveau entre le gouvernement provincial du Sud Kivu d'une part et d'autre part le responsable des agences du système des Nations Unies. Pour le chef de l'exécutif provincial, toute intervention humanitaire au Sud Kivu devrait s'inscrire dans les priorités de son gouvernement, comme le souligne ici le ministre de la Santé. Les grandes orientations données par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est d'abord l'alignement aux priorités de la province. Ça, son Excellence a insisté à ce que tous les partenaires s'alignent à notre plan de développement. Le partenaire, disons, les services techniques, le ministère sectoriel, soient associés en amont comme en aval, en amont dans les évaluations, dans l'expression de besoins, dans les évaluations, dans la budgétisation. Il a insisté à ce qu'il y ait un cadre aussi ou un système de suivi-évaluation qui sera chapeauté par le service technique en collaboration avec le ministère sectoriel. Le gouverneur a vivement remercié ces agences pour leur implication aux côtés de son gouvernement, notamment dans les différentes catastrophes enregistrées au Sud Kivu. Les responsables de ces agences ont à leur tour reconnu et salué la détermination du gouverneur Teongwabi Jekasi à bien accomplir les tâches qui lui sont dévolues en tant que gouverneur de province, tout en reconnaissant le travail appréciable accompli par toutes les agences du système des Nations Unies. Le gouverneur de province leur a demandé de faire davantage pour que leurs projets soient arrimés à ceux du gouvernement provincial, dont la priorité des priorités reste la sécurité des personnes et de leurs biens. 6 combattants Maïmaï du groupe Prosper actifs dans la forêt de Kiringi, groupement d'Itara Luvungi dans la plaine de la Rouzizi se sont rendus le lundi 29 mars 2021 à la base de la MONUSCO en Sangué. La nouvelle est confirmée par le capitaine Dieudonné Kassereka qui ajoute que ces combattants sont venus avec 2 armes AK-47 et 32 munitions de guerre. Les porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud Kivu, le capitaine Dieudonné Kassereka renseigne que ce sont des jeunes du milieu dont l'âge varie entre 24 et 32 ans. Ces redditions sont le fruit des dernières attaques menées par le FARDC contre ce groupe armé dans le village de Kazaro. Dans cette partie de la province du Sud Kivu, plusieurs cas de règlement des comptes ont été signalés dans les villes et centres du territoire d'Ouvira, Fizi et Mwenga, ajoute l'armée. Et puis le dialogue intercommunautaire sur la paix et la sécurité dans le haut et moyen plateau de Fizi, Ouvira et Itombwe s'est clôturé ce 31 mars. Des délégués de communautés de Babembe, Bafuliru, Banyindu, Banyamulenge, Baboyou, Barundi et Bavira harmonisent le vu pour jeter les bases d'une cohabitation pacifique en faisant des concessions autour de leurs revendications historiques qui les opposent. Les dialogues étaient donc organisés par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec Interpis et ses partenaires ADEPAI, la Bénévolencia, SVH et Rio sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Dans ces travaux, on note également la présence de certains groupes armés qui discutent avec les autorités militaires et sécuritaires au plus haut niveau du pays. Nous vous proposons l'essentiel de ce qui s'est passé pendant les 2 premiers jours de travaux dans ces reportages de la Bénévolencia, un des partenaires d'Interpis.
Dans cette première journée, le premier vice-ministre et ministre de l'Intérieur qui a lancé officiellement ses assises a conseillé aux communautés d'encourager le désarmement des civils pour arriver à une paix durable dans leurs milieux respectifs. Nous attendons de vous des engagements fermes, un changement de mentalité orienté vers la culture de paix et de cohabitation pacifique. À mon niveau, je promets mon engagement ferme, à commencer par celui du président de la République, de vous accompagner dans ces processus. Madame Emily, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, demande aux communautés de déconsidérer certaines choses qui sont à la base de leurs conflits pour vivre en paix. Ce dialogue arrive à un moment où nous observons une recrudescence des tensions au Sud Kivu. Il est donc essentiel d'avoir un dialogue inclusif qui pourrait identifier les opportunités de promouvoir la paix et de soutenir le développement au Sud Kivu. Cela permettra les communautés à se prospérer. De son côté, M. Pacifique Bora Ouzima, responsable de l'Interpeace en RDC, espère un changement à travers ce dialogue. C'est une grande opportunité vers une paix durable dans la région. J'espère que nous arriverons au compromis qui sera coulé dans une feuille de route et qui servira de base de programmation pour le gouvernement et pour le partenaire pour faire taire les armes, renforcer la sécurité et la cohésion sociale, ainsi que le développement des moyens et le haut plateau d'Uvira, Fizi, Mwenga et Tombwe. Le sénateur Modeste Bahati Lukwebo a demandé aux communautés antagonistes de se considérer comme des frères et prendre conscience de la situation sécuritaire qui prévaut dans leur zone. Tout le monde est coupable, il faut l'avouer. Et nous souhaitons que cette fois-ci, cette rencontre soit la rencontre de la vérité. La deuxième journée a été sanctionnée par les discussions en bilatéral entre les communautés qui ont participé dans ces dialogues. Des discussions où chaque groupe a tenté de faire des concessions par rapport aux divergences qui l'opposent à l'autre groupe. Un duel pacifique. Pour rappel, ce dialogue est tenu sous le haut patronage du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre du projet Feuille de route pour la paix et la sécurité dans le haut et moyen plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga. Retour à Bukavu, la situation a été tendue sur la route nationale numéro 5 au niveau de l'entrée de l'Université évangélique en Afrique ce mercredi 31 mars 2021. À la base, les habitants de cette partie de la ville barricadaient la route pour fustiger ce qu'ils qualifient de surfacturation et de manque d'humanisme de l'hôpital général de référence de Bukavu. Des pierres concassées étaient utilisées par des manifestations pour couper la circulation sur cette route d'intérêt national. Pour une petite historique, retenez qu'un jeune mort, on a exigé à la famille le paiement de 6 500 $. La famille s'est cotisée et a réuni une somme de 3 500 $. Les gestionnaires de l'hôpital refusent de libérer les corps, a donc déclaré un manifestant interrogé par nos confrères de labeur.info. La nouvelle dynamique de la société civile sous noyau communal de Bagira dénonce l'absence du courant électrique dans certains quartiers de cette partie de la ville de Bukavu. Dans le quartier Lumumba, Nyakavogo, Chikera, Chikonyi, Mulambula, ligne Wesha et Bukungu, des habitants passent 2 jours entiers sans accéder au courant électrique. Wilfried Abamungu, président de la société civile de cette partie, demande et défenseur des droits de l'homme, demande que les autorités s'impliquent pour que l'insécurité due à l'obscurité, au manque du courant, ne fasse plus surface. Ces derniers temps, la population de Bagira vit dans le noir. Il n'y a pas vraiment du courant électrique et pourtant il y a des transformateurs presque dans tous les quartiers, Lumumba, Nyakavogo, Mulambula, Chikera. Et si vous regardez bien, parmi les causes de l'insécurité, il y a l'absence de l'éclairage public, l'absence du courant électrique.
Aujourd'hui, pour charger même un téléphone, c'est devenu difficile à Bagira. Et on ne sait plus communiquer parce qu'il n'y a pas vraiment de l'énergie ou du courant électrique. C'est pourquoi nous, comme société civile de proximité, nous demandons aux autorités de la Société nationale d'électricité de voir comment alimenter Bagira en énergie électrique, parce qu'on ne comprend pas comment à tout moment il y a des délestages qui exagèrent. Tout ça, c'est un problème, c'est vraiment insécurisant et ça insécurise la population. C'est pourquoi nous demandons à cette société-là de voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'urgence. Et si rien ne fait dans l'urgence, la population de Bagira procédera à des actions de grande envergure pour exiger à la société SNEL de remettre les abonnés dans leurs droits. Ouverture le mardi 30 mars dans l'atelier de formation des acteurs de la sécurité et de la justice criminelle dans la lutte contre les trafics illicites de minerais et de la violation des droits de l'homme dans les sites miniers. Un atelier tenu par l'Organisation internationale de migration à Bukavu. Durant 5 jours, les acteurs de la sécurité et la justice criminelle sont en train d'être outillés sur plusieurs modules dans le but de les amener à faciliter l'exploitation et la vente minière responsable. Selon Ofortina Maroga, chargé de projet sur la gouvernance minière chez OIM, la mission est de permettre à l'État de bien canaliser et maximiser les recettes précises. Selon ces derniers, cette formation va aider aux différents acteurs de travailler dans une franche collaboration. Renforcer les capacités des acteurs criminels dans la lutte contre le trafic illicite des minerais, et notamment sachant que la fraude minière gangrène l'économie de la province par tout ce qui est fuite. Et donc ici, on cherche à renforcer la bonne collaboration entre les différents acteurs intervenants, notamment les acteurs de la justice, pour les actions de répression contre la fraude minière, les policiers en charge des mines et hydrocarbures qui sont sur le terrain, pendant leurs enquêtes préjuridictionnelles, comment ils peuvent se comporter, les liens de collaboration entre les différents acteurs. Nous attendons à eux une bonne coordination, une bonne collaboration dans la lutte contre la fraude minière en province du Sud Kivu et aider à l'État de canaliser les recettes dans les circuits officiels. Présent à cette cérémonie, Godefroy Mouivois, directeur des cabinets de ministre de Mines, émet le vœu de voir que ces assises sont arrivées au bon moment. Celui-ci s'appuie sur le fait que la province connaît plusieurs violations des droits de l'homme dans les sites miniers. Signalons que ce projet est de soutien aux institutions dans la lutte contre les trafics illicites de minerais et est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour la migration avec le financement du gouvernement des États-Unis via les bureaux INL. La synergie des organisations de droits de l'homme promet d'intensifier son activisme contre toute forme de violence à l'égard de femmes et jeunes filles, plus particulièrement le meurtre et harcèlement sexuel. Elle l'a fait savoir lors d'une matinée des communications et échanges à l'occasion de la clôture d'un mois de la femme, mercredi 31 mars. SODH souligne que ces violences à l'égard des femmes constituent une atteinte à leurs droits fondamentaux et un obstacle à l'exercice de leurs droits. À elle d'ajouter que ces violences constituent également la subordination des femmes ainsi que la répartition inégale des pouvoirs entre les sexes. Annie Mujinga est coordinatrice de Nomevas, une structure volontaire d'autopromotion solitaire, membre des SODH, qui souligne que les plaidoyers seront menés auprès des autorités sécuritaires et juridiques pour lutter contre l'impunité de toute violence faite à la femme. La situation est préoccupante parce que les violations, il y en a toujours dans le milieu. Les femmes et les hommes et les enfants subissent du jour au lendemain des violences. Donc on ne peut pas dire qu'on a atteint le maximum. La lutte continue, les violences sont là, de différentes formes. Au cours de l'année 2021, le groupe thématique de lutte contre les violences sexuelles va intensifier son activisme contre les formes et les manifestations de la violence à l'égard des femmes, par exemple sur les violences familiales, à l'égard des femmes que nous appelons communément les violences conjugales, parce que ça existe. Nous allons nous attaquer à tout cela. Les violences à l'égard des femmes dans la communauté, la traite de femmes et
Enfin, les violences à l'égard des femmes et des discriminations multiples. Ces violences produisent des conséquences néfastes pour les victimes et mettent en cause le meilleur état de santé et mental possible chez les femmes. Le journaliste et responsable de médias s'engage à accompagner l'association des femmes de médias pour le suivi de l'exercice de la liberté de la presse conformément à la loi de 1996. Ces engagements ont été pris après une formation de 2 jours sur l'évaluation de la liberté de la presse et l'état des lieux du cadre légal régissant l'exercice de la liberté de la presse, conjointement organisé par l'association des femmes de médias et le collectif 24 au sud au Kivu. Justin Kianga est l'un des participants à ces assises. Il promet de faire bon usage de matières apprises et lance un appel aux députés crédibles pour endosser le projet de loi révisé et portant sur les modalités de l'exercice de la presse en République démocratique du Congo. Il a également été question de la loi qui organise le fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Bref, on a eu comme ça devoir épeler, mettre en exergue les forces et les faiblesses de ces différents, tout cet arsenal juridique. On a retenu par exemple qu'au niveau de la loi sur la liberté de la presse de 1996, les textes sont bons, mais ils souffrent d'une cruelle inadaptabilité par rapport aux différentes révolutions technologiques que le paysage médiatique de notre ville ici a connu. En 1996, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de médias en ligne, mais cela est bien une réalité en ce jour. On a donc émis comme ça une proposition allant dans ce sens de voir un jour un député endosser toute cette série de textes-là en vue d'une éventuelle révision pour adapter, par exemple, cette législation aux exigences du moment. Mais on tient également, toujours, ça c'est un vœu qu'on ne cessera jamais de devoir réclamer, la dépénalisation des délits de presse, au vu de la noblesse du métier, au vu de la respectabilité de la profession. Ce forum a regroupé les professionnels des médias, des autorités, des acteurs de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme et tant d'autres. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continue sur le www.rtlk.org. Au revoir.